Intertexte, Denis Lavant. un podcast animé par Arthur Ségard. Alors, comme à chaque épisode, on va parler ensemble avec mon invité de 7 textes qu'il a choisis. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. D'accord. Voilà. Et en fait, avant de commencer, il y a un petit rituel. Donc tu vois qu'il y a un petit jeu de cartes devant toi. Et en fait, j'ai mis des petites phrases, des petites citations sur chacune de ces cartes. Donc tu peux mélanger, voir quelle carte t'appelle et voir si ça t'inspire quelque chose ou si ça te répulse au contraire. On va voir. Donc là, les cartes sont battues, sont bien mélangées. Allez. Et hop. Au niveau des individus, la violence désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. Hein, Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Ah oui, intéressant, jamais lu, mais respect. Voilà. Et tu penses que la violence peut désintoxiquer ? Bah, ça dépend de la violence, sous quelle forme. La violence, c'est un mot vague. Ça peut être de crier, de trépigner ou d'en venir aux mains, quoi. Ou de casser des choses. Mais c'est vrai que l'explosion de violence, elle peut être salvatrice. Elle fait du bien, quoi. C'est de sortir de soi-même, donc de sortir aussi de sa condition, ou d'une soumission, d'une situation étriquée ou inconfortable, de toutes les manières. Et du coup, il y a un rapport artistique à la violence qui est Bien possible. sûr. Et là, j'avais un texte texte d'Artaud qui parlait de ça, sur lequel on m'avait interrogé. Que le premier geste artistique est une violence. Oui, parce que c'est de se définir ailleurs. Donc la violence, on dit aussi se faire violence pour sortir d'une situation, pour rompre des habitudes. Donc c'est important, quoi. C'est oui, c'est vraiment une manifestation. Tant qu'elle est individuelle, elle est belle. Quand elle est en groupe, elle fait peur. Voilà. On espère qu'on va avoir des textes violents dans le bon sens du terme, qui font sortir de soi. Il y en a un qui est très violent. Voilà. Alors commençons sans plus attendre. Quel est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Moi, je suis tombé par hasard sur un texte très éclairant d'un auteur russe qui s'appelle Vassili Grossman, donc qui a vécu le stalinisme, la déportation, le goulag et tout, voilà, l'état d'urgence soviétique. Et je suis tombé par hasard chez un bouquiniste sur ce petit ouvrage, chez l'Âge d'Homme, où il y a 2 textes, La dernière lettre et surtout Les carnets d'Ikonikov. C'est un petit texte d'une 15aine de pages qui m'a enchanté. Parce qu'en fait, il essaye de définir qu'est-ce que c'est que le bien. Ou comment est-ce que le bien, on peut faire le bien, on peut être dans une idée morale du bien, et comment ça retentit à toute époque. En fait, il constate que c'est quelque chose de vain, parce que dès qu'il y a cette volonté de faire le bien dans une communauté, il y a forcément, ça définit du mal, où il y a un rejet de ce qui ne paraît pas bien moralement. Et il va jusqu'à, en fait, on parlait de l'individu tout à l'heure, mais il va jusqu'à cette invention qui est superbe. C'est-à-dire que c'est en fait la seule chose qui fait que le monde n'est pas complètement mauvais. Et parce que dès qu'il y a du bien, c'est la notion de bien, elle se scinde en plusieurs. Les biens, ceux qui considèrent leur bien contre d'autres biens qui considèrent que c'est leur bien. Et en fait, la seule notion qu'il arrive à dégager de ça, c'est le geste de bonté à titre individuel et privé, en fait. Qui peut être complètement irraisonnable, complètement hors propos, mais qui a là quelque chose d'éternel, d'incontrôlable, d'anarchique et de positif, en fait, qui retentit. Donc voilà, c'est un super beau texte que je recommande, que je lirai peut-être un jour à haute voix, quoi.
Et du coup, tu penses que la violence, comme la bonté, ça doit partir de l'individu et ça devient peut-être autre chose ou quelque chose d'effrayant ou de plus compliqué quand ça devient collectif Oui, pour moi, la notion d'individu, qui est souvent oubliée dans la plupart des mouvements sociaux, et c'est primordial, c'est l'essentiel. C'est d'apprendre à penser par soi-même. Et du reste, on est dans une époque de plus en plus grégaire, où il y a des réseaux sociaux, il y a des groupes d'influence, on fait comme un tel ou comme... Il y a une sorte de mimétisme qui est hallucinant, qui est autant par rapport à des figures charismatiques que par rapport même à des figures de fiction. On imite. L'homme est imitateur de ça. Et je trouve que le plus important, en fait, moi, ce qui me fascine le plus, et ce pourquoi j'ai le plus d'estime, c'est les prises de position individuelles, même seules contre tous. Ouais. Tu veux lire quelques phrases pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble? C'est pas facile. Pas sorti de l'auberge. Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoin, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. La bonté des hommes hors du bien religieux ou social. Mais si nous y réfléchissons, nous voyons que cette bonté privée, occasionnelle, sans idéologie, est éternelle. Voilà. Ouais. Et donc, oui, il y a cette idée que la bonté, si elle est trop visible, dès qu'elle est organisée, ouais, autour qu'elle devient une idéologie, une morale, une religion, elle suscite aussi du crime, l'inquisition, de la destruction, du mal autour de ceux qui sont pas qui rentrent pas dans cette idée du bien, quoi. Ouais, donc il faut que la bonté, elle échappe à l'institution. Et il faut qu'elle soit gratuite, anarchique et individuelle surtout. Ouais. Et surtout gratuite, quoi, sans vouloir faire école non plus. Et quelque chose, il entend cultiver quelque chose d'absolument spontané. Un geste, ça peut aller de simples gestes de courtoisie ou à un acte sacrificiel, quoi. Bon, d'accord. Le texte qui parle le mieux d'amour. C'est pas facile, hein. Ouais. Oui, j'ai pensé à plusieurs choses, mais je sais plus à quoi j'ai pensé. J'ai amené des textes sur moi. En fait, je vais vous proposer un texte, il paraît, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Vraiment qui est pas mal. J'ai pensé au Maître et Marguerite de Bulgakov. Par exemple, il y a des textes de Marcel Moreau aussi qui sont vraiment beaux là-dessus. En fait, j'ai trouvé les lettres à Génica à Génica Athanasiou d'Antonin Artaud, qui est la seule et rare relation sur la durée qui a eu de relation sentimentale, amoureuse, qu'a eu Antonin Artaud avec cette jeune femme roumaine. Et c'est très beau. C'est très beau parce que c'est pas quelque chose de... Comment dire, d'harmonieux. Au contraire, c'est quelque chose de brisé, tourmenté, mais ça renvoie vraiment à la possibilité de l'amour et en même temps à l'impossibilité aussi, à la difficulté, surtout pour, à mon avis, pour tout individu. Peut-être ça se manifeste plus chez un être extrême comme Artaud, chez des artistes comme ça, des comédiens, des lunatiques, le fait d'être sur une durée, quoi, dans une stabilité d'une relation amoureuse. Voilà, c'est cette idée-là qui m'est venue. Sinon, il y a d'autres choses. Ouais. Mais et l'amour, c'est toujours brisé. Hein ? Il y a toujours dans l'amour, il faut toujours être lunatique ou brisé. Non, j'essaie moi, ça me renvoie à ça. Ouais. À l'inconstance, à la difficulté du courant continu. C'est ça, ouais. Et dans la rencontre, dans le couple, par exemple, et à effectivement, la chose qui est improbable, mais pourtant, ça existe. Il y a des
des gens, des amours qui existent sur la durée. Mais je trouve que ça, pour moi, ça en témoigne bien ces lettres d'Artaud. À travers aussi, c'est pas Artaud reconnu ou ni interné, c'est Artaud dans sa pleine jeunesse de jeune comédien. Il commence à jouer, quoi. Il a des avis très tranchés sur le théâtre. Sa compagne est aussi comédienne et se voit par intermittence. On sent que c'est compliqué, mais c'est très beau en même temps parce qu'il y a une grande tendresse. Et en fait, c'est quand même ça qui prime, quoi. Ouais. C'est ça qui permet d'exprimer et puis aussi de reconnaître ses torts. Ouais. De dire, excuse-moi, j'ai été violent ou j'étais pas là, je me suis figé. Et en fait, il a une très grande... Ce qui est beau avec Artaud, c'est qu'il est en souffrance physique et mentale, mais il est dans une très grande... il reconnaît, quoi. Il est dans une très fine analyse il est absolument conscient. C'est pas un fou qui est emporté, comme on peut... Le cliché du fou. C'est aussi un type qui est en ébullition, mais qui reconnaît, qui analyse son état, quoi, qui le scrute, qui se scrute lui-même, quoi. Comme souvent les artistes, les comédiens. Enfin bref. Il y a un peu de comédie dans l'amour, c'est un peu jouer la comédie. Le rapport entre le jeu et le jeu amoureux, le jeu théâtral, il y a quelque chose là-dedans Oui, dans le sens où il y a une manière de se mettre à nu et de se mettre en péril. Et de se risquer dans une région inconnue avec l'autre. Pour moi, la rencontre amoureuse est aussi inquiétante et périlleuse et enthousiasmante et jubilatoire que l'entrée en scène, que la rencontre avec le public. Il y a cette notion du trac qui n'est pas du tout raisonnable, en fait. Mais pour moi, c'est tout à fait comparable. Cette grande peur qui vous envahit, c'est la peur dont on ne sait pas exactement quoi, en fait. Oui. Même, parce que c'est que du rapport humain, finalement. Et où est le péril? Quelle menace y a-t-il? Mais après, c'est mélangé avec, effectivement, cette ambivalence de dire, oui, cet élan d'y aller, et se dire, ah non, c'est pas... Ouais. Et heureusement, il y a l'élan qui l'emporte sur la réticence ou la peur ou la... Quoi, souvent, sinon il n'y aura pas d'histoire d'amour. Et donc c'est l'élan qui est raisonnable et c'est la peur qui est pas raisonnable. Non, l'élan est absolument déraisonnable. Ouais. Parce que, c'est en fait de rencontrer... Et ça en témoigne pas mal aussi. Ouais. De rencontrer un autre, un être humain, dans une relation sentimentale, c'est aussi de se mettre en rapport avec un inconnu. Ouais. Davantage encore quand il s'agit d'un homme et d'une femme. C'est un autre inconnu, un semblable inconnu. Et avec une histoire derrière, même si on se retrouve des gens parlant la même langue, du même pays, de la même culture, malgré tout. Et là, c'est quand même deux êtres différents, une Roumaine, un Marseillais. Et c'est... j'ai pas lu, mais je l'ai... Comme moi, je choisis les bouquins comme ça, par aspiration. Et voilà, j'avais ça sous le coude depuis hier. Je dis, c'est un bouquin. Et puis, c'est un aspect méconnu d'Artaud. Ouais, c'est ça, c'est le jeune Artaud, peut-être un peu moins... Il est très sincère. Et en même temps, à travers ses lettres d'amour, ça fait aussi... Il y a un constat du théâtre de l'époque. Ces fureurs, justement ces colères contre que je peux avoir aussi par rapport au théâtre d'aujourd'hui, contre quelque chose de ringard, quelque chose qui est pas à la hauteur de son idée du théâtre, ouais. Et aussi des admirations, des mouvements d'admiration pour des hommes de théâtre comme Pitoef, par exemple, qui à l'époque monte Pirandello, qui est un grand type du théâtre du début du XXe siècle. Donc voilà, c'est riche. Puis c'est riche et puis c'est pas arrêté, c'est de la vie à l'œuvre en fait. Et avec qui est relayé parce que c'est adressé, parce qu'il y a cette relation sentimentale. Voilà. Et tu disais c'est un texte que tu as trouvé comme ça, qui t'a appelé. La rencontre avec les textes, c'est aussi des rencontres comparables à des rencontres amoureuses
quelque part. C'est aussi aller vers un inconnu. Oui, mais c'est plus simple parce que ça n'engage que moi. Ouais. Ça n'engage Ouais, que c'est moi, ça. mais c'est vraiment aussi mais moi j'exagère parce que j'achète très souvent des livres. Ouais. Parce que pour moi, ça me parle. C'est comme une relation un peu magique avec le quotidien. C'est-à-dire, comme ça, je vais aller, surtout chez les bouquinistes, même chez les libraires. J'aime bien les vieux livres. Parce que moi, je dis, c'est ce livre qu'il me faut. Et puis ça me dure quelques jours, ou des fois une journée, ou des fois j'achète plusieurs livres, et puis par rapport au titre, par rapport à ce que ça m'évoque. Et puis des fois, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout, de les lire. Mais c'est comme ça, c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration au quotidien. Ça retentit comme ça. C'est comme si je donnais un titre à ma journée, ou à comme ça, une direction, une couleur, une phrase, un mot, un sentiment au jour le jour, comme ça. Puis il y a des fois où je trouve rien, tant mieux. Puis il y a des fois où c'est paf, parce que moi, ça fleurit, il y a plein de titres. Ça, Et c'est aussi l'objet, du coup, l'objet qui a vécu, l'objet un peu vieilli, Ouais. qui a voyagé. Ouais, j'aime bien les livres qui ont un peu une histoire. Ouais. Je trouve plus d'attrait que les livres neufs, je sais pas. C'est comme si il y a cet aspect du grimoire, comme si on allait y trouver une solution. On trouve jamais de solution. En fait, non, parce que la solution est en vous-même, elle est dans son rapport au livre. Ouais. Et il n'y a pas de livre qui révèle de secret. Ça vous donne juste un aspect. Ça met en forme peut-être des pensées qui sont informes dans votre esprit. Mais ça, non, c'est pas une opération de révélation, de révélation de secret, quoi. C'est soi-même, et c'est ça qui est formidable. Mais on se met soi-même en rapport avec un autre imaginaire qui est proche, avec lequel on peut trouver une complicité, mais en étant soi-même en fabrication, quoi, d'images. Parce que le livre, il se livre à vous avec un texte, mais le texte, c'est le travail justement de l'œil et de l'esprit, et aussi de sa mémoire, de le faire émerger, si ce n'est en son, parce que moi ça m'arrive de lire à haute voix, mais en images, en images poétiques, parce que ça raconte. C'est toute l'opération qui est géniale, qui est le contraire de ce qu'on fait en ce moment, quoi. Moi très peu, mais ce que je vois faire tous azimuts, c'est bouffer de l'image déjà faite, déjà organisée. Des séries, des trucs où les gens dans la rue regardent de l'image, quoi. On subit de l'image et du son, à un point de vue, à un niveau d'intoxication totale, quoi. Est-ce que du coup, la littérature, ça t'intéresse plus que le cinéma? Oui. Ah oui. Je trouve qu'il y a des choses immenses qui ont été faites au cinéma. Mais bon, c'est beaucoup plus récent. Mais la littérature, pour moi, elle me concerne plus parce que c'est quelque chose que dont je peux disposer à volonté. Je peux ouvrir un livre, en lire une ligne, puisque rien ne change chez toi, tu ne peux pas continuer à t'éterniser loin de ce qui est ta vie. Voilà, je peux le refermer et dire ok. Je peux le rouvrir ailleurs, ou alors je peux décider de lire tout le bouquin, prendre le temps. Mais je suis libre, je suis dans un rapport autonome et libre avec une œuvre. Il y a un truc un peu oraculaire, il y a un truc un peu... Oui, et absolument. Comme j'ai vu ça comme les vieux croyants en Russie ou dans certaines religions qui, dont le geste chaque jour, c'est en cas de problème, d'ouvrir la Bible au hasard et puis d'y lire voilà, leur destin. Déballage des ridicules, tête et corps, boutique effrénée qui se jette sur nos pensées. Pouce divin, secourez-moi pour sculpter ces fronts qui reculent, ces oreilles tendues de métal, ces joues que des roses boursouflent et ces bouches qui se recousent sous l'attouchement de mes doigts. La boutique valse et grandit, étonnant jeu de massacre. Intéressant. Ouais. C'est un poème de Artaud, adressé à Génica. Donc c'est sans doute la réponse à une question, mais encore faut-il trouver la question. Ok, bon, on peut enchaîner. Alors, un texte qui provoque la réflexion. Alors... que
tu as une petite cargaison de livres entre lesquels on peut piocher. Enfin, il y a sûrement des choses qui provoquent la réflexion là-dedans. Maintenant, je l'ai pas. Si, j'ai un. Ben, je peux le caser là, un texte qui provoque la réflexion. Parce que j'ai envie d'en parler aussi. Un très grand poète, totalement tombé en désuétude, début XXe siècle aussi, décidément, je suis pas mal dans cette époque-là, qui s'appelle Francis Viélé-Griffin, et qui a écrit des poèmes magnifiques. Et notamment, il a pas mal travaillé sur les mythes grecs, mais en changeant un peu, en essayant de sublimer un peu des destins de martyrs, de damnés, comme Sisyphe, comme Tantale. Et là, hier, je suis tombé sur un texte que j'avais déjà commencé à lire, mais qui, faut le mériter, quoi. J'étais prêt à l'apprécier hier après le spectacle, dans la nuit, quoi. Et en fait, c'est le délire de Tantale. Et vous voyez, Tantale, c'est ce type qui est condamné pour avoir insulté les dieux ou demandé l'immortalité. Il est condamné à vivre éternellement avec à portée de lui de l'eau, du vin et des mets, et chaque fois et sans jamais pouvoir les atteindre. Donc c'est un supplice, ça paraît terrible. Et Viélé-Griffin, il arrive, dans le délire de Tantale, il arrive à renverser cette notion de punition en lui disant « Mais oui, c'est formidable, je vis dans l'insatiété. » C'est-à-dire toujours en état de désir. Et donc, il transforme ça, et c'est génial. Je trouve que c'est... Moi, j'adore les gars, justement, ça existe chez les poètes, chez les philosophes, que je lis moins, chez des grands auteurs qui ont une pensée, une densité de pensée. Je peux la trouver, cette pensée qui prend le contre-pied. Je peux la trouver chez Jean Genet, je peux la trouver chez James Baldwin, c'est qui prend le contre-pied de ce qui est admis, de ce qui est consensuel, organisé. Et donc, il y a ce texte de Viélé-Griffin, quoi, entre autres, qui témoigne de cette pensée-là, anticonventionnelle, et qui va loin, parce qu'il en fait quelque chose de sublime, de ce mythe de Tantale. Et je suis très content, parce que j'ai lu un autre truc pareil. Il y a un autre texte de lui qui est très très beau, mais c'est vraiment de la très belle poésie. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut le mériter, quoi. Et c'est dommage que... Bon, il faut que j'en lise un jour en public. Ouais, bah ouais, c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Il y a un truc qui est très beau qui s'appelle Le mythe de Bellérophon, et qui est un long poème épique, et qui est plus long même que ça. Et ouais, voilà. Le délire de Tantale. Ouais, comment... C'est difficile à trouver un truc qui raconte ça. Enfin, je en donne une... Non, je vais vous lire un autre passage d'un autre poème. Justement, l'histoire de la... Le truc de Bellérophon, où il rencontre son grand-père, donc Sisyphe, qui lui dit ah voilà, Sisyphe, l'aïeul évoqué, a surgi. Son épaule est meurtrie, ses mains sont calleuses du rocher qu'elle pousse ou roulent à jamais. Il s'y appuie et regarde son petit-fils. N'as-tu donc compris le sens du symbole ? Défiant la mort, je l'ai enchaîné, je suis immortel. N'es-tu pas moi-même encore ? Dans ta volonté revis mon beau crime d'avoir défié l'Olympe assemblé. Ce rocher que je pousse au faîte et qui retombe et que je pousse encore, jusqu'au faîte d'où il roule vers l'abîme pour que je l'y aille chercher. Petit, c'est la pensée, c'est la chimère que même la mort ne peut tuer. C'est l'œuvre des âges accomplie et détruite.
C'est l'édifice hardi des rêves qui s'écroule. Tout temple édifié qui flambe à l'horizon, c'est le peuple qu'on crée en maîtrisant la foule qui, bétail, se disperse. La loi codifiée qui s'oppose à soi-même, la ville qu'on élève d'un geste vers les cieux qui tombe, comme un bras qui s'abaisse, et, blasphème suprême dont le néant s'irrite, velléité d'éternité, le chef-d'œuvre authentique où s'acharnent tour à tour les hommes et les dieux. Agis ton avenir, l'action c'est la joie, illusoire mais surhumaine. Chaque heure, si tu l'as voulu, est ta proie, chaque minute est ton aubaine. Qui pense, court à la défaite, la chimère, la chimère. La chimère est en toi, petit poète. Tu roules aussi ton rocher vers le fait, mais c'est pour la première fois. Correct, hein? Impressionnant. Ouais, il y a vraiment une pensée qui est ça, et c'est, originale, et que la même, je trouve, que je retrouve dans le délire de Tantale, mais qui vaut la peine d'être lu en entier, quoi. Ce qui est censé être une torture, finalement, c'est une bénédiction. Oui, c'est voilà. de dire non, voilà. Ouais. Ce qui est inscrit dans le passé, dans la mythologie, comme une punition, en fait, non. Le gars, il a triomphé des dieux et de la mort, quoi. Il s'est affranchi, même s'il paraît justement être dans une position absurde. Et ça, je trouve ça vraiment classe, quoi. Et ça date du début du 20e, parce que du coup, il a imaginé Sisyphe il est heureux. Contemporain il a imaginé Sisyphe heureux bien avant Camus. Quoi. Avant Camus, ouais exactement. Ouais. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit. Bon, disons, il y a un texte que j'aime beaucoup, quoi, qui me parle depuis longtemps, que j'ai pas relu depuis longtemps, mais qui me tient, et c'est drôle parce que j'en joue maintenant, mais que j'ai découvert très jeune, quoi, c'est Molloy de Beckett. Je trouve que c'est un matériau, c'est génial, tout du long. C'est un constat sur l'humain, c'est un langage, c'est très simple à lire, mais en même temps, il y a de l'humour, c'est terrible, c'est cruel, et c'est de l'humain, c'est du pur précipité d'humain qui pense avec un point de vue quoi, poétique, philosophique, existentiel, qui est très classe, quoi. C'est une des œuvres de Beckett que, en fait, un de ces rares, parce que j'ai pas tout lu tout Beckett, ces rares romans de cette époque-là, qui me tient, auquel je peux m'identifier, qu'il n'y a pas une ligne achetée, quoi. C'est ciselé et c'est fascinant tout du long, quoi. Ouais, je me l'étais acheté pour le lire, mais finalement je ne l'ai pas encore ouvert. C'est quoi du coup? C'est un conseil. Molloy. En fait, c'est un truc qui est en deux parties. Et la première partie, c'est deux récits. Ouais. Et il y en a un, c'est Molloy qui parle, qui dit et qui témoigne d'une vie d'errant, plus ou moins handicapé des jambes, de vagabond, comme ça, qui pense, qui rêve, qui parle de retourner chez sa mère, qui est comme ça dans une sorte de flottement. On sent qu'il est en marge de la société, quoi, qu'il peut être inquiété par les gendarmes, les agents de police qui dorment dans le fossé, quoi. Comme les personnages dans Nathan Godot, un petit peu. Et le contrepoint, c'est un type, une sorte de type qui est missionné, qui est très sérieux, au contraire, qui doit retrouver Molloy. Donc c'est deux points de vue autour de ce personnage. Et c'est de la belle ouvrage, quoi. C'est le langage, la langue de Beckett, l'humour de Beckett, la pensée de Beckett, elle me tient vraiment. Elle m'est très familière. C'est pour ça que je peux dire que j'aurais aimé l'avoir écrit, parce que c'est... mais bon, encore faut-il l'entreprendre, parce que c'est monstrueux. Ouais. Son œuvre est immense et redoutable, quoi. C'est un engagement de vie dans une direction qui s'aventure vers son propre néant, quoi. Les yeux ouverts. Et justement, est-ce que pratiquer un texte, que ce soit pour le lire ou pour le jouer, est-ce que c'est en quelque sorte le réécrire? Non, pas le réécrire, c'est l'éclairer. Ouais. C'est tenter de... Parce que dès qu'on le lit à haute voix, c'est quand même pour le partager avec un auditoire, pour le donner à entendre, ou à voir même. Et donc c'est essayer de
avec ses sensations, son expérience, sa mémoire, son intelligence, ses sens, de l'éclairer, quoi. De pas, justement, il y a des textes qui sont compliqués, plus un texte est compliqué, plus c'est intéressant. C'est pas de donner son point de vue, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'auteur, quoi. Donc c'est pas de le réécrire, c'est essayer de revoir, de rentrer avec ses moyens. Donc c'est toujours un compromis, c'est toujours il y a du jeu qu'on ne peut pas être dans l'esprit, mais justement de faire revivre cette vision-là, de s'immiscer entre l'auteur et sa vision et de la restituer avec les mots, comme avec une partition. Parce que quand c'est bien écrit, c'est bien écrit. Il y a tout dedans, il n'y a pas à chercher midi à 14h. L'erreur, justement, c'est de vouloir réécrire, faire le malin avec un texte. C'est pas intéressant. Parce que c'est déjà tellement haut, ou vaste, dense, qu'il n'y a pas à rajouter, à remettre des couches, quoi. Au contraire, il faut plutôt pas s'effacer, mais être dans une posture d'humilité, quoi. Parce que c'est une force de pouvoir partager un moment avec un grand esprit, en fait. Donc c'est de se mettre au niveau, quoi. Et donc d'essayer de rentrer en transparence avec... et puis être dans la même acuité, et sinon la même pensée, mais faut mériter la vision de l'auteur, quoi. Puis il y a des textes qui sont plus ou moins ardus. La Molloy, c'est pas compliqué, c'est l'ensemble qui forme une densité, qui forme un iceberg. Mais c'est pas compliqué à aborder comme lecture. C'est pas les Beckett les plus cryptiques. Non, c'est pas l'innommable ou Capopire, que j'ai fait d'ailleurs. Capopire. Et ça, j'ai fait au théâtre. Hein. Et du coup, qu'il y a un texte même dont le sens échappe. Moi, non. Pardon. Non, parce que je me suis vraiment penché dessus, quoi. C'est ça, c'est le fait de cohabiter avec le texte qui donne... Oui, parce que pour moi, pour pouvoir mériter de le lire en public, il a fallu que je m'affranchisse complètement du sens. Que j'ai pas... C'est pas que tout est limpide de ce que veut dire l'auteur, mais en tout cas, tout est concret. Je passe que par du concret. Comme quand j'aborde un coup de dé, jamais n'abolir à le hasard de Mallarmé, qui est réputé hermétique. Pour moi, je peux me permettre de le dire en public parce que je passe que par de l'image concrète qui lie la pensée, comme en poésie. C'est de l'image qui sous-tend, qui étaye une pensée généralement poétique ou philosophico-poétique. Mais je préfère la poésie parce que pour moi, c'est là que ça se passe, quoi. Il y a moins de références qu'en philo, quoi. C'est plus proche de la vérité. C'est proche de l'humain et c'est proche de quelque chose qui n'est pas gérable, qui n'est pas domptable. C'est la sensation. Ça, c'est ça qui est le plus important. Et donc ensuite, il peut appartenir au lecteur ou à l'acteur de donner corps à cette sensation, de l'incarner. Oui. Et puis la sensation, ça fait appel au sens, pas que à l'intellect. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que ça retentit de façon plus vaste. Il y a un texte pour placer un texte qui donne à réfléchir, qui est intéressant, mais qui est de la philosophie. C'est un texte de Jean-Luc Nancy, qui est très beau justement, qui s'appelle « Un jour, les dieux se retirent », qui apparaît sur une petite plaquette où justement il essaye de mettre en rapport le domaine de la poésie ou la matière poétique et la matière philosophique en prétendant que c'est ce qui reste de l'absence des dieux, de l'absentation, des dieux qui se sont absentés parce qu'on faisait plus de sacrifices. Donc il n'y a plus que l'arrachement du corps du dieu et qui est lié par ce qu'on en raconte et ce qu'on prétend par rapport à la vérité de cette présence absentée, quoi. Et donc c'est les deux choses qui constituent autour du même corps les lambeaux de cet arrachement, c'est la poésie et la philosophie. Et donc la philo a beaucoup à apprendre de la poésie. Les deux, je trouve, c'est complémentaire. Ça fait partie du même corps, quoi. Mais c'est pas sur le même niveau, quoi. C'est pas les mêmes tissus exactement. Oui, ils sont pris d'autres valeurs avec la séparation, quoi. C'est le même tissage, mais pas le même tissu. Voilà, exactement. Ils sont altérés différemment, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, un texte à offrir. Ah oui. Il y en a plusieurs. Hein. C'est pas facile. Il y en a plusieurs.
Bon, je peux en mettre un. Ouais. Il y en a un que j'ai offert quand je l'ai découvert. Je l'ai offert plein de fois. Après, j'ai arrêté parce que. C'est un texte qui est formidable. Ouais. Aussi, ça mériterait de le faire entendre. Ouais. C'est un auteur qui est connu pour ses livres pour enfants, dessinés, qui s'appelle Claude Ponty. Et il a écrit un livre qui est plus ou moins autobiographique, qui est un roman, qui n'est pas sans illustration du tout, qui s'appelle Les Pieds Bleus, qui raconte l'enfance d'un gamin, on suppose que c'est lui, dans les Vosges, dans une famille assez frustre, avec son père qui est entrepreneur de pompes funèbres, on imagine, et qui le bat, qui le martyrise. Donc c'est un enfant maltraité, et en même temps qui a une ressource d'imagination. Il décrit cette vie, mais qui est terrible. Et en fait, le bouquin, il est tout le temps poétique et très beau. Et même drôle. Pathétique et drôle en même temps, et touchant, quoi. C'est vraiment moi, je trouve ça génial, quoi. J'ai même pas relu. Je l'ai lu une fois, je me dis, je vais le relire. Et Les Pieds Bleus, Claude Ponty, ouais. C'est génial, c'est un super beau témoin. Et c'est hilarant, quoi. Il raconte parce que on sent que c'est authentique. Ouais. Mais il arrive à transposer l'authentique en farce. Il raconte un réveillon de Noël en famille, donc avec le père, la mère, son petit frère, qui est un peu le chouchou, qui peut tout faire, lui qui est sous la coupe de son père, qui le menace sans arrêt, et le grand-père qui est pédophile, c'est-à-dire qu'il le met à dormir dans la même chambre que lui, il est obligé de dormir sous le lit, et un oncle qui a été grand résistant, qui a été déporté, et un oncle qui a été collabo, et l'embrouille, le truc qui tourne au fiasco total avec tout le monde aviné, et ça finit en fâcherie terrible à cause de truites, d'élevage et truites de mer, quoi. C'est génial. C'est vraiment, c'est un bouquin énorme, et ça fait, je trouve ça mérite, c'est un cadeau possible de livre. Ouais. Surtout que c'est pas cher, c'est un livre de poche en plus. Excuse pour ne pas l'offrir. Ouais, non, c'est un truc incroyable. C'est vrai que Claude Ponty, je connais surtout ses histoires. C'est des dessins pour enfants. Voilà, pour enfants. Un univers enfantin qui est assez. Avec des monstres et tout, avec des jeux de mots, des trucs très très ludiques. Ouais, qui est très amusant, mais qui parle quand même de choses hyper inquiétantes de temps en temps. Il y a quand même des monstres qui font très peur. Et tu trouves que le trauma, les choses traumatisantes, c'est plus intéressant d'en parler avec ludisme, avec humour? Ah bah moi je trouve ça génial. Ouais. Les types qui arrivent à transcender un état traumatique d'enfance pour en faire sans rien nier, sans camoufler, quoi, en racontant vraiment ce qui est, c'est formidable, ça m'épate, quoi. Il y en a un autre comme ça, mais j'en ai parlé souvent, puis j'en ai joué, c'est Jean-Pierre Martinet, qui a fait Jérôme, qui est un chef-d'œuvre aussi. Ça, c'est un super beau livre, mais bon, des fois, il faut renouveler ses sources. Tout ça, je trouve, c'est extraordinaire. Allez, juste un petit passage comme ça. Il y a son père qui le force à aller à l'école avec les bottes de sa mère. Il murmure, maintenant, file à l'école. Quand j'arriverai devant chez Petit Colin, j'enlèverai les bottes, je les cacherai sous le tas de bois et j'irai à l'école pieds nus. Il a reneigé cette nuit. Cela va faire au moins 1,50 m. Avec mon doigt, je fais une raie dans le mur de neige le long de la route. Le chasse-neige est repassé ce matin. Il a effacé ma raie d'hier. Le chien des petits Colins vient s'emmêler dans mes jambes. Il aboie à petits coups. Il a les yeux qui brillent et des glaçons dans la barbe. Je dis « Salut, Merdelle de Borde !» Merdelle de Borde, c'est un nom de chien à coucher dehors. Comme moi. Moi, c'est Hercule le Vent. Un nom à coucher dehors, 1000 ans, les yeux ouverts. Hercule, c'était pour que je sois fort plus tard. Plus tard, ça sera jamais. Je suis petit et maigre comme un clou. Voilà. C'est marrant, il y a aussi l'image du héros qui est retournée un peu. Oui, aussi, ouais. Hercule le Vent, c'est pas mal. Bon, allez. Allez, on enchaîne. Un texte dans lequel tu aimerais vivre. Ah oui. C'est pas facile, ça. Ouais, rien n'est facile. Mais sinon, ce serait pas marrant. Hein, oui, c'est sûr. Il y a un truc, je l'ai pas sur moi. Parce que c'est difficile, un texte dans lequel on aimerait
vivre. Il y a un truc que j'aurais présenté quand même. Parce que j'ai pensé à un truc, à un texte que j'ai pas lu depuis longtemps qui s'appelle Les fruits du Congo d'Alexandre Vialat, qui est un truc qui se passe dans un texte vraiment d'enfance, qui est avec une sorte de magie de l'enfance qui est très très beau, quoi. Et qui est un peu dur aussi, mais qui contient une grande nostalgie, quoi. Toute la mythologie, les histoires, l'imaginaire décuplé justement de l'enfance. Et c'est très beau parce que finalement, là où on aimerait mieux vivre, souvent c'est en enfance, sauf dans l'enfance de Claude Ponty, ça perd. Et il y a un truc qui est super beau, qui est un petit texte et un grand auteur qui est méconnu aussi, parce que j'aime bien parler quand même des auteurs qui sont... C'est Dazai Osamu, qui est un japonais du XXe siècle, qui a écrit un peu après Hiroshima, quoi, qui est totalement décadent, qui fait partie d'une famille aristocratique, mais qui est totalement décadent, qui a essayé plusieurs fois de se suicider avec son épouse dans la tradition féodale japonaise. Mais il y a une écriture qui est formidable, qui est une sorte de grande lucidité, de désespérance et de rire, forcément. Parce qu'au fond de tout ça, il y a du rire, comme chez Beckett, comme chez Claude Ponty, une sorte de jubilation. Et la femme de Villon, c'est une histoire de pochetron. Un type qui rentre tellement plus chez lui, passe tellement de temps au café à boire des coups, que sa femme, elle en a marre d'être toute seule. En fait, elle va le trouver au café. Finalement, il s'installe, ils vivent chez le cafetier, quoi. Et c'est une sorte de délire charmant, qui est assez tendre, assez doux, de délire poético-éthylique. Voilà, donc ça, c'est un petit bouquin, quoi. C'est une belle chose. Et en tout cas, c'est une bonne ouverture pour découvrir les autres déchéances d'un homme, Sans vue du mont Fuji, quoi. Il a même réécrit des contes japonais du point de vue des contes classiques, du point de vue d'un père qui est dans un abri anti-atomique et qui raconte ses contes à sa fille, alors que c'est l'apocalypse au-dessus, quoi. En les arrangeant un petit peu à une sauce contemporaine, quoi. Non, c'est un bel esprit, quoi, Osamu. Et du coup, la jubilation, c'est ça qui permet d'échapper au désespoir, comme chez c'est important, le jeu, ce qu'il y a de jubilatoire, ce qui vous fait rire, même au quotidien, quoi. S'attendrir ou s'amuser ou rire d'une idée, d'un comportement dans la rue, même d'un truc déplaisant. C'est quand même ça qui fait... et donc s'amuser, y compris des pires choses, y compris du supplice de Tantale ou du supplice de Claude Ponty. Des gags qui vous arrivent des fois, de se casser la figure, de trébucher, de louper un truc. Oui, c'est bien, c'est l'autodérision aussi qui est la plus forte. C'est un joli texte aussi. Parce que je tombe juste ça. Ce grand rire n'était pourtant pas une solution. Mais j'en ai pas voulu parce que j'ai pas révisé non plus. Je peux pas vous en lire, faut le découvrir soi-même. Mais elle est intéressante cette phrase. Le rire, c'est pas une solution. Ouais, ce grand rire n'était pas une solution. Mais parfois c'est. Non, ce grand rire n'était pourtant pas une solution. Toi, le grand rire, ça te connaît, mais est-ce que c'est des solutions? Non, le grand rire, non, c'est jamais une solution. C'est une manière de continuer, de passer, outrepasser l'obstacle. Oui, c'est ça. Quatrième de couverture. Le bruit m'a réveillé. Quelqu'un venait d'ouvrir précipitamment la porte d'entrée. Sans doute mon mari qui rentrait ivre-mort au milieu de la nuit. Je n'ai rien dit et n'ai pas bougé de mon lit. Là, ça commence comme ça. Et ça s'appelle La femme de Villon, c'est ça? Ouais. Donc il y a un rapport avec Villon, Parce le que poète. c'est un peu une sorte de parabole, quoi. C'est la femme d'un type qui se prétend poète, mais qui est complètement débauché, quoi. Mais souvent la limite est parfois fine entre le débauché, le poète. Après ça peut être le cliché du poète qui est forcément, en tout cas qui est dans une sorte d'asocial. Ça c'est correct. Hein.
Mais bon, quoi qu'il y a des poètes qui ont eu des postures de politique, même des responsabilités importantes, comme Saint John Perse, mais ça n'empêche pas. Ou Aimé Césaire aussi, il était quand même, c'était un type qui avait des responsabilités, quoi. Mais effectivement, c'est plutôt le cliché du poète inconséquent, sans foyer, vagabond, quoi, comme un peu le personnage idéalisé par Beckett, de l'errant, quoi. C'est assez beau, comme on voit Rimbaud un petit peu aussi, quoi. L'homme au sommet de devant, quoi. Et ce qu'on disait au début sur l'individu qui s'oppose un peu à la société, qui est insolent, qui retourne les codes, etc. Quoi. Ce que je trouve tout à fait qui perdure chez plein de grands écrivains. Mais chez Rimbaud, déjà, il dit que j'étais dans une saison de l'enfer. Il dit j'étais fasciné par le forçat qui est tout seul, en fait, avec juste sa pensée. Et c'est vrai que c'est fascinant. Il y a qui tient juste par rapport, parce qu'il lui, il sait ce qu'il veut, où il sait où il va, où il est. Il a cette densité d'être et de penser, de respirer et de vivre et d'avancer, quoi. Et ça c'est formidable. C'est rare, hein, quoi. Ça se fait un peu rare. Mais ça se trouve encore ? Ouais, je pense, ouais. On va finir avec une carte blanche. Alors là, c'est difficile. Donc là, il n'y a même pas de question pour aider, c'est vraiment ce que tu veux. C'est vraiment ce que je veux. Ouais, bah, je vais vous caser ça. En fait, j'ai plein de choix de bouquins. Ça, c'est un bouquin épatant. Gesualdo Bufalino, Les mensonges de la nuit. Ouais. C'est un auteur italien qui n'est pas tellement connu en France. Et ça, je suis tombé dessus par hasard. C'est une merveille pour ce que ça raconte et comment c'est raconté. Alors, on a presque envie, mais moi je suis pas, de le montrer en film. Je suis pas réalisateur, donc et puis j'ai la flemme de faire ça. Mais je trouve que ça inspire beaucoup parce que la situation, elle est très simple. Je vais pas vous raconter tout le cursus du truc. La situation, c'est dans une forteresse. Une prison forteresse où on peut pas s'en échapper, quoi. C'est sur un îlot, donc vraiment un truc qui est tenu par un vieux militaire à la retraite. C'est son dernier poste, qui est rongé par la maladie et par une sorte d'amertume qu'il a fini sa carrière, quoi, de soldat, de capitaine. Et donc il tient avec une poigne de fer cet établissement pénitentiaire. Et dans cet établissement, il y a 4 types qui sont les lieutenants d'une bande organisée de contre-pouvoir dont le chef a jamais été pris. On ne sait même pas qui c'est. On soupçonne que c'est quelqu'un qui est proche justement du pouvoir, du roi. On ne sait pas exactement où ça se passe ni à quelle époque, peu importe. Et qui se fait surnommer le Père éternel. Wow. Et ces 4 lieutenants qui sont très différents. Il y a un ancien soudard, une sorte d'aristocrate, un peu les 4 mousquetaires, quoi. Un plus jeune, une sorte d'étudiant, et puis je ne sais plus le 4e, comment il est. Mais voilà, 4 origines sociales très différentes. Et ces types, ils ont été mis à la torture pendant plusieurs jours, et ils n'ont pas lâché un mot de l'identité de leur patron, quoi. Et c'est vraiment les 4 plus proches qu'ils connaissent qui ont été recrutés par le Père éternel. Et ils vont être exécutés. Donc c'est toute la nuit, en fait, ils ont le droit de passer la nuit dans un truc dans la chapelle, pendant qu'ils entendent l'échafaud monter. Et ils se retrouvent dans une chapelle, et il y a le directeur de la prison qui leur fait un coup de pute avant de les élargir pendant cette nuit, quoi. Et il leur dit, voilà, il n'y a aucun de vous qui a lâché le nom de votre chef. Je respecte voilà, votre courage. Maintenant, je vais vous faire une proposition. Dans la cellule, avant votre exécution, je vais mettre une urne avec des papiers blancs. Et si avant l'aube, il y en a un de vous qui marque le nom, l'identité du Père éternel, vous serez tous graciés. C'est de marque de nom de façon anonyme. Vous serez tous graciés. C'est vraiment un coup de pute. Et pendant toute cette nuit
En fait, il se retrouve dans cette cellule, et dans cette cellule, il débarque, il voit qu'il y a un autre prisonnier qui est déjà là, sur un lit de camp, et qui est enrubanné de pansements, comme s'il avait été... il devait passer à l'exécution, lui aussi, comme s'il avait été torturé avant. Et ils comprennent que c'est un type qui connaissent qui est de la pègre aussi, quoi, qui fait partie d'une bande rivale, un chef, mais qui n'a rien à voir avec eux, quoi. Ouais. Et donc, ils vont passer la nuit à 5, comme ça, avec ce type-là qui a l'air mal en point, mais qui est encore valide, quoi, qui peut encore parler. Et en fait, ils se disent, bon, on va pas dormir. En fait, il y en a un qui propose, pour passer le temps, d'ici leur exécution, de raconter chacun un moment de sa vie qui valait la peine de finir comme ça. Ouais. Donc chacun, l'un après l'autre, tout ça, arbitré un peu par l'autre, qu'on appellera le moine bourru ou un truc comme ça, quoi, l'autre chef et l'autre brigand. Et ils vont raconter un moment de leur vie, et souvent où ça va affleurer le moment de leur rencontre avec le chef de la bande, avec le Père éternel, le moment où ils vont rentrer dans cette vie-là, quoi, de subversion, de contre-pouvoir. Et chaque fois, il y a l'autre, le moine bourru, qui les asticote un petit peu en disant ah ouais, c'est que ça, vraiment, ça vaut pas la peine. Et donc ça donne lieu à 4 récits. C'est comme un roman picaresque, un peu avec 4 récits très différents, dans une ambiance complètement vécue à plein, comme un vrai petit bout de film, de séquence de film, où effectivement il y a cette personnalité énigmatique qui affleure, et la cour, et le roi, et le frère du roi, etc. Donc ça frôle la révélation, mais effectivement il n'y a personne qui lâche le morceau. Et à un moment donné, après, il y a une sorte de... Il y a 2 coups de théâtre. Mais je ne sais pas si je vais vous les dire, ça serait dommage. Il faut donner envie de lire ça. Hein ? Il faut donner envie de lire ce texte. Oui, c'est vraiment... il a été réédité récemment aussi. Voilà. Bon, bah super. Merci beaucoup. À votre service. Bonne lecture. Bonne lecture, et merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à parler de ce podcast autour de vous. La dernière lettre, suivie des carnets d'Ikonikov de Vassili Grossman, est parue en 2000 chez L'Âge d'Homme, dans une traduction d'Alexis Berilovitch et d'Anne Koldefi-Fokar. Les lettres à Jenica Athanasiou, précédées de 2 poèmes à elle dédiés d'Antonin Artaud, sont parus en 1969 chez Gallimard. Le délire de Tantale de Francis Viellé-Griffin est extrait du recueil Voix d'Ioni, paru en 1914 au Mercure de France, et La légende ailée de Bellérophon Hippalide, du même auteur, est issue du recueil La lumière de la Grèce, paru aux éditions de la Nouvelle Revue Française en 1912. Molloy de Samuel Beckett est paru aux éditions de Minuit en 1951. Les Pieds bleus de Claude Ponty est paru aux éditions de l'Olivier en 1995. Les fruits du Congo d'Alexandre Vialat est paru en 1951 chez Gallimard. La femme de Villon de Dazai Osamu, originellement paru en 1947, a été publiée en 2005 aux éditions du Rocher, dans une traduction de Sylvain Chupin. Les mensonges de la nuit de Gesualdo Bufalino, originellement paru en 1988, a été publié l'année suivante chez Presse Pocket, dans une traduction de Jacques Michaud-Paterno. Vous pouvez retrouver en description la liste des autres textes et auteurs évoqués au cours de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le Serre, et dont l'habillage musical est emprunté à John H. Lovekind. À très bientôt pour un prochain épisode.